le milliardaire Vincent Bolloré, qui s'est emparé de la plupart des ports africains, notamment celui du Gabon, de Lomé, de Conakry, mais il est poursuivi par la justice française. Donc, on peut donc dire que la France-Afrique, non. La France, oui, parce que même la France a des mécanismes de contrôle de la corruption, de tout ce qui se passe en Afrique, qui jouent finalement contre elle. Parce que le Français moyen ne se rend pas compte que les décisions qui sont prises au nom de la France rendent les Français et la France impopulaires en Afrique. D'autant plus que lorsque un leader africain un peu intelligent et que vous ne voulez pas faire comme Sassou Nguesso ou d'autres, eh bien, parfois, on va vous persécuter en France, en tout cas certains réseaux, je ne parle pas de la France. Donc, chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Auditrices et auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre émission L'entretien vérité du docteur Jean-Aimé Mouketchou et Jacques Roger depuis les États-Unis sur Afrique 2050. Notre émission, chères auditrices et auditeurs, notre émission de ce jour est exceptionnellement plus courte que d'habitude en raison du calendrier de notre invité et de nos contraintes techniques. Qu'à cela ne tienne, chers auditrices et auditeurs, nous allons aborder deux thèmes essentiels. Premièrement, les potentielles révolutions populaires actuelles qu'on observe en Afrique et à venir en Afrique plus précisément francophone. Et dans un deuxième temps, nous allons parler du Gabon, le Gabon dont la terre vient de trembler comme signe avant-coureur de l'effondrement du système, qualifié du système militaro-mafieux dictatorial établi officiellement depuis 1967 au Gabon. Alors, nous avons comme invité exceptionnel M. Imhotep Valdimir Bruno Ben Moubamba, qui est franco-gabonais. Bonjour, M. Moubamba. Bonjour, docteur Mouketchou. Bonjour, Jacques Roger. Alors, je voudrais préciser, puisque vous êtes très connu auprès de nos auditrices et auditeurs, que vous êtes un homme politique gabonais, ancien vice-président du pouvoir établi dans votre pays, donc le Gabon. Vous êtes diplômé en philosophie. Vice-premier ministre. Voilà, vous avez été, vous êtes donc diplômé d'abord en philosophie de l'université
de Reims en France et vous avez un deuxième diplôme en sciences politiques que vous avez obtenu à l'école des hautes études en sciences sociales, donc à Paris. Et je voulais préciser, revenir, comme vous venez de le dire, donc sur ce que vous êtes. Vous êtes donc homme politique gabonais, ancien vice-premier ministre du pouvoir établi, voilà, au Gabon, je le précise. Vous êtes également président du parti ACR. ACR, c'est quoi le sens du sigle ACR? L'Alliance pour le changement et le renouveau. C'est un sigle qui fut créé à l'époque par le défunt opposant historique, Pierre Mamboundou, qui était entouré à l'occasion d'un certain nombre d'alliés politiques tels que Louis-Gaston Maïla, Moussa Bouking et bien d'autres hein, que je ne citerai pas ici. Donc j'ai repris ce sigle pour en faire un parti à la suite de la crise de l'Union du peuple gabonais, l'UPG. D'accord, très bien. Alors, donc, je précise que vous êtes donc président de cette formation politique, ACR, et je voudrais aussi préciser que vous êtes président de la fondation Théopolis, hein, c'est-à-dire, c'est à ce titre hein, que je voudrais préciser à nos auditrices et auditeurs que vous avez écrit et envoyé une lettre ouverte au défunt président Omar Bongo dans laquelle vous lui avez demandé en décembre 2008, je pense, décembre 2008, ou décembre 2000, c'était décembre 2008, voilà, dans laquelle donc vous demandiez au président Omar Bongo, le défunt président, des comptes sur la gestion financière de votre pays pendant ces 42 ans de règne. Vous avez été 2 fois candidat à l'élection présidentielle dans votre pays, le Gabon, c'est-à-dire en 2009 et 2016. Vous avez, cher invité, la réputation d'être un opposant, vous me permettez l'expression, c'est cette expression que j'ai retrouvée sur les réseaux sociaux, vous qualifiez d'opposant versatile. Certains disent que vous êtes un opposant complexe. Pourquoi? Parce que vous avez été d'abord dans l'opposition radicale, dans le gouvernement du gouvernement du feu président André Mbaobam, voilà. Ensuite, opposant radical. Après, vous avez rejoint le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Et là, vous êtes redevenu opposant radical. Vous voyez, monsieur Imhotep Valdimir Bruno Ben Moubamba, qui est donc notre invité spécial sur Afrique 2050. Vous êtes ce soir, cher invité, parmi nous pour nous parler des révolutions populaires en Afrique francophone en général et plus particulièrement au Gabon. Alors, nous allons débattre au cours de cette émission. Notre émission, comme je le disais, c'est une émission exceptionnelle qui sera donc plus courte que d'habitude en raison, je reprécise, donc de votre calendrier, chers invités, et de nos contraintes techniques. À qu'à cela ne tienne, nous allons donc aborder 2 thèmes avec notre invité. Premièrement, les potentielles révolutions populaires actuelles et à venir en Afrique francophone. Et dans un deuxième temps, nous allons parler du Gabon, dont la terre, comme je le disais, vient de trembler comme signe avant-coureur de l'effondrement du système militaro-mafieux dictatorial établi officiellement dans votre pays depuis 1967. Alors, première question, Monsieur Imhotep Valdimir Bruno Ben Moubamba, comment allez-vous d'abord? Je vais très bien. Vous me permettrez quand même de m'assurer que le lien de votre émission est déjà retransmis sur Facebook parce que je reçois plusieurs messages de personnes qui ont du mal à nous suivre, notamment au Gabon, qui sont en ligne. Je vais très bien. L'émission passe sur nos plateformes numériques, ne vous en faites pas, on s'en occupe sur le plan technique. Alors, vous pensez me faire envoyer vos liens, s'il vous plaît, sur le contact que vous connaissez pour que je puisse les distribuer à celles et ceux qui s'y intéressent. Merci. Mais je vais très bien, rassurez-vous, docteur. D'accord, très bien. Nous sommes en direct déjà sur notre émission, donc nous sommes très suivis à travers donc, les 4 coins du monde. Et je voudrais repréciser que en dehors du réseau numérique, hein, c'est-à-dire Twitter, YouTube, Facebook, nous avons notre radio Afrique 2050 qui a donc le groupe, si vous voulez, donc d'auditrices et auditeurs. Alors, sur la tentation des révolutions populaires en Afrique francophone, alors, cher invité,
qu'avez-vous à dire de manière générale d'abord, docteur Imhotep Valdimir Bruno Ben Mobamba? Bien, encore une fois, merci de m'avoir invité. Et bien évidemment, je m'excuse par avance de participer à une émission qui sera courte mais efficace sur les révolutions actuelles, sur un certain nombre de pays africains, l'Afrique francophone précisément, révolution qui se cristallise en ce moment au Sénégal, après avoir existé au Mali et au Burkina Faso il y a quelques années. On sent bien que nous sommes arrivés à la fin d'un système, le système qu'on qualifie du système France-africain. Qu'est-ce que c'est la France-Afrique? C'est un système qui fut inventé sous le général de Gaulle, le premier président de la Ve République française, hein, la dernière constitution qui fait de l'État français ce qu'il est en ce moment. Ces liens mafieux, d'affaires, économiques ont fait de l'argent roi le principe des relations entre la France et l'Afrique. Évidemment, cela s'est cristallisé autour du franc CFA, la monnaie que nous utilisons. Et il y a eu surtout dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Gabon, des pays francophones, une organisation qui a fait de ces pays finalement la vache laitière d'un système qui est très étonnant et qui persiste toujours aujourd'hui, qui veut que les Africains francophones croupissent dans la pauvreté, alors même que ils sont des pays riches en matières premières, tels que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao dans le monde et qui n'a même pas une usine de transformation de chocolat pour faire du Nutella ou des barres de chocolat nutritifs pour sa population affamée. Vous avez des pays comme la République centrafricaine, ancien Lubangui-Chari, des grands producteurs de diamants et d'uranium comme le Gabon. Le Gabon a perdu tout son uranium en quelques années, en quelques décennies. Et au lieu de voir du développement, au lieu de voir des études, au lieu de voir des infrastructures, on a surtout vu de la pollution, notamment à Mounana, où on a comment dire cela, produit ou pris l'uranium du Gabon. On a vu maintenant au Sénégal le pétrole ou le gaz qui devient un enjeu. Les populations sénégalaises se demandent à quelle sauce elles vont être mangées. Est-ce que ce pétrole et ce gaz sénégalais vont, comme d'habitude, disparaître parce que c'est en Afrique noire et pas dans les pays du Golfe Persique? Parce que, docteur Moketou, et je finis par là, sachez que le Gabon et le sultanat d'Oman ou les Émirats arabes unis, nous avons à peu près le même niveau de population, le même niveau de richesse. Mais nous, le Gabon, nous avons plus que les Émirats arabes unis parce que les Émirats arabes unis, ils ont bien sûr les hydrocarbures, mais à part cela, ils n'ont que du désert. Or, nous avons non seulement les hydrocarbures, mais nous avons les forêts, nous avons de l'eau potable, nous avons des minerais, et pourtant, nous n'en faisons strictement rien. Le peuple meurt dans la misère, dans la pauvreté, et la communauté internationale trouve ça normal. Et je pense qu'un jeune Africain aujourd'hui, il n'y a qu'un jeune Africain noir, et notamment francophone, n'a que quelques choix dans sa vie. Ou bien il prend sa valise, il émigre, il finit dans les foyers d'accueil d'immigrants, dans l'errance à travers le monde, dans l'humiliation permanente, ou bien il rentre dans Boko Haram, dans l'État islamique au Maghreb ou dans le Sahara pour faire du terrorisme, ou bien il prend les armes comme au Tchad pour faire la guerre, ou comme en Centrafrique, ou bien il se soumet comme un rat, comme une souris, comme une musaraigne que des chats peuvent venir dévorer parce que tout simplement il a eu cette malchance de naître au mauvais moment, au mauvais endroit, sur une terre riche
et qui pourtant ne produit que des pauvres. Donc, les révolutions des jeunes Africains aujourd'hui ont comme pour soubassement cela, parce que la communauté internationale trouve normal que les jeunes Africains n'aient aucun espoir, aucun avenir. Donc, toute la population sénégalaise ne va pas émigrer dans le métro parisien. Toute la population sénégalaise ne va pas finir à Bruxelles. Toute la population, toute la jeunesse gabonaise, d'autant plus qu'on leur fait bien sentir en Italie lorsqu'ils traversent, ou en Libye ou au Maroc, ils ne sont pas la bienvenue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mourir la gueule ouverte, pardonnez-moi l'expression, à Dakar, au Sénégal, à Saint-Louis, ou bien protester parce que la nouvelle génération a compris maintenant que c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes surveillés par des gardiens de camps de concentration dans les États africains en général et les États d'Afrique francophone en particulier. Les dirigeants sont des gardiens de camps nazis. Ils sont là pour vous empêcher de vous échapper. Et si vous boudez, pardonnez-moi l'expression, on vous tue dans les camps d'extermination que sont devenus nos États. Donc voilà le substrat de la révolution africaine francophone. D'accord. Précisément, au Sénégal, comme vous le savez, la rue gronde depuis plusieurs jours, avec des émeutes, des morts et plusieurs journées de mobilisation qui sont encore prévues pour demander le départ du président actuel, M. Macky Sall. Alors, on vous a connu très proche des présidents, donc Macky Sall du Sénégal, Alpha Condé de la Guinée-Conakry et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. J'aimerais avoir votre réaction face à la révolution populaire sénégalaise. Bon, il est vrai que j'ai rencontré officiellement le président Ouattara lors de la Côte d'Ivoire et puis des membres de son gouvernement à certaines occasions. J'ai aussi rencontré les principaux collaborateurs du président sénégalais, Macky Sall, en son temps. Et c'est un président dont j'ai été proche au moment de la crise électorale gabonaise de 2016, lorsque le président Jean Ping revendiquait sa victoire. Vous savez, j'ai été convoqué à ce moment-là par le président Ali Bongo qui m'a dit ceci. Il m'a dit, le pays, il y a un certain nombre de chefs d'État qui s'apprêtent à venir, dont le président Macky Sall. Nous courons le risque, le Gabon, d'être mis sous tutelle internationale. Bon, je ne vais pas développer les choses, j'ai pris la position que j'ai prise à l'époque aussi, entre autres parce que il était hors de question pour moi de voir le Gabon être mis sous tutelle tchadienne précisément. Le président tchadien étant le président de l'Union africaine à l'époque. Mais maintenant, j'étais loin d'imaginer que des chefs d'État que j'ai connus dans la modestie, dans l'humilité, voulant servir leur peuple, aussitôt qu'ils arrivent au pouvoir, comme Alpha Condé, que j'ai connu à Paris comme jeune journaliste, qui vivait dans un petit studio dans la misère et la pauvreté à Paris-Nord. Lorsque je le recevais, comme vous me recevez aujourd'hui, dans mes émissions de Radio Notre-Dame de Paris, j'étais loin d'imaginer, au vu de la souffrance qu'il endurait, qu'il deviendra un dictateur, un potentat, quelqu'un capable de faire tirer sur son peuple. Donc, docteur Mouketou, ce que je vois au Sénégal est la preuve de ce qui est dit. Le pouvoir corrompt et corrompt absolument. Le pouvoir, c'est comme une barre d'uranium que lorsque vous la saisissez en pleine main, si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas blindé pour supporter cette énergie nucléaire, vous êtes irradié, vous êtes cramé. Et pour moi, le président Macky Sall, et le peuple l'a bien compris, il est cramé, il est radié. Lui aussi a été corrompu absolument par le pouvoir. J'espère que nous qui aspirons à diriger, nous ne tomberons pas dans ces excès-là. D'accord. Alors, justement, selon certaines, comment dirais-je, figures sénégalaises, le président Macky Sall, que vous avez connu, s'est trompé d'époque, du peuple et du pays. Fin des citations. Alors, qu'est-ce que cela signifie, puisque vous connaissez également le Sénégal,
comment le Sénégal est arrivé à ce niveau-là? Le président Macky Sall était arrivé au pouvoir après avoir été persécuté par un autre président qui avait lui-même été persécuté. Le président Abdoulaye Wade avait été persécuté par le président Abdou Diouf puisque le pouvoir corrompt et corrompt absolument. Le président Macky Sall avait été beaucoup écarté, humilié, persécuté, mais ce qui est regrettable, c'est qu'il n'a pas pu dépasser ses frustrations et lui-même devenu président a commencé déjà par écarter le fils d'Abdoulaye Wade, alors même que la plupart des financements dont il a disposé pour construire Dakar, pour finaliser l'aéroport Blaise Diagne, cette autoroute française qui relie Dakar au nouvel aéroport de classe internationale de Dakar, tout cela a été fait par Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, Macky Sall n'a pas compris que les Sénégalais, c'est un peuple évolué, c'est un peuple éduqué, ce sont des intellectuels, on ne la leur fait pas. Ce que vous pouvez faire chez un peuple qui n'est pas éduqué, où il y a des divisions ethniques, des divisions religieuses, vous ne pouvez pas le faire au Sénégal, parce que le Sénégal est d'abord dirigé par des confréries mystico-musulmanes, donc il y a une unité religieuse. Ce qui manque, par exemple, à des pays comme le Gabon, c'est l'unité religieuse et l'unité culturelle, puisqu'il y a plusieurs chapelles, plusieurs querelles de clochers ou de minarets, plusieurs querelles de temples, il y a aussi des querelles ethniques. Le Sénégal est un peuple uni, c'est un peuple qui a conscience de sa valeur et c'est un peuple qui a produit de grands esprits, de grands intellectuels. Voilà pourquoi Macky Sall s'est trompé de peuple, disent certaines figures morales, de pays. Et il n'a pas compris que le peuple qu'il dirige, c'est-à-dire un peuple à majorité musulmane, à 94% musulmane, n'a pas hésité à choisir comme premier président un chrétien catholique qui s'appelait Léopold Sédar Senghor. C'est le niveau d'éducation des Sénégalais. Et les Sénégalais ont aussi des grandes figures religieuses telles que Cheikh Amadou Bamba, que la colonisation française a voulu détruire jusqu'à tuer son âme. On l'a capturé. Le grand leader des Mourides, moi je connais les Mourides sénégalais, a été déporté au Gabon. On est allé le jeter sur une île à Mayumba, dans le sud-ouest. Il n'avait ni maison, il vivait avec les animaux de forêt, avec les serpents. Tout a été fait pour qu'il perde la foi. Cheikh Amadou Bamba, le grand leader religieux sénégalais théologico-politique. Mais Cheikh Amadou Bamba a survécu au Gabon, à Mayumba et à Lambaréné où il a été exilé. Il est revenu au Sénégal victorieusement, sans haine ni rancœur envers les Français. Il a d'ailleurs fini sa vie en bonne entente, un grand érudit, un grand intellectuel. Visitez la bibliothèque de Touba au Sénégal, vous comprendrez ce que sont les Sénégalais. C'est-à-dire des gens extrêmement cultivés, conscients de leur supériorité, entre guillemets, spirituelle et de la qualité de leur âme. Donc, un président ne peut pas les traiter comme Paul Biya traite les Camerounais, ou comme Ali Bongo traite les Gabonais, ou comme Sassou Nguesso traite les Congolais. Donc, c'est heureux de voir ce qui se passe au Sénégal. Et on espère que ça va faire école pour que les Gabonais et les autres comprennent qu'il faut trouver une base commune pour construire une nation. Et c'est ce qui manque. Quelle est la base commune que les Gabonais peuvent évoquer pour dire que voilà ce qui fait l'identité nationale au Gabon? Quel est notre dénominateur commun? Voilà. Justement, comment comprendre par rapport à ces révolutions populaires, nous sommes en train de parler du cas sénégalais, comment comprendre les attaques des émeutiers contre les entreprises françaises au Sénégal? Écoutez, cela remonte à 2007. Souvenez-vous, 2007, le président Sarkozy visite un pays africain. Ce pays s'appelle le Sénégal. Il fait le fameux discours sur l'Afrique qui n'est pas entré dans l'histoire parce que nous sommes spectateurs, les Africains, on est spectateurs de notre destin, on est dans des rêveries, l'émotion est nègre, comme disait Senghor, la raison est laine. Bref, Sarkozy, le président français, et pas n'importe qui, est allé insulter l'Afrique à Dakar.
dans un gouvernement où siégeait une Sénégalaise que je connais très bien, qui est quasiment une amie, Ramayad, qui vit maintenant aux États-Unis. Voilà ce qui s'est passé. Or, à partir du moment où vous allez insulter les Africains à Dakar en disant que vous n'êtes pas dans l'histoire, c'est un discours que les plus grands racistes allemands ont tenu, Hegel notamment, grand philosophe, Hegel que j'admire. L'Afrique n'est pas dans l'histoire. Non, l'Afrique qui a fait les pyramides n'est pas dans l'histoire. L'Afrique qui a influencé la musique, parce que là, tout est sorti des pyramides. Les Grecs qui sont tous venus étudier en Égypte et tous les autres qui sont venus apprendre leur savoir, les mathématiques et tout, en Afrique, avant même le christianisme, l'islam ou le judaïsme. Non, cette Afrique n'est pas dans l'histoire. Voilà ce qui a été dit à Dakar. Il y a une blessure profonde. Ensuite, le président Macron fait, à peine élu, un voyage au Burkina Faso, où vraiment il parle n'importe comment à la jeunesse. Vous vous rappelez de ce voyage? Il parle au président burkinabé comme s'il parlait à son élève alors qu'il pourrait être son père. Ensuite, vous avez Abdoulaye, vous avez Macky Sall, le Sénégal qui découvre son gaz, son pétrole. C'est un pays promis à un bel avenir. Donc, les Sénégalais comprennent que ils vont peut-être enfin rentrer dans la modernité, dans la richesse, l'enrichissement. Et voilà que le président Macky Sall persécute les opposants. Il les envoie en prison. Karim Wade est exilé dans le Golfe Persique, il ne revient plus chez lui. Bref, il oublie ses propres souffrances. Non, les jeunes Sénégalais savent qu'ils ont vécu dans la misère et la pauvreté. Ils ont peur que l'argent qu'ils ont, potentiellement à travers le gaz et le pétrole sénégalais, que ça se passe comme au Gabon, c'est-à-dire 80% pour la France-Afrique, 18% pour la famille Bongo et 2% pour les populations gabonaises. Je caricature, mais c'est quasiment ce qui s'est passé. Merci qui? Merci la France-Afrique. Merci de Jacques Foccart. Si nous n'avons aucun investissement structurant dans nos pays, aucun pont, aucune autoroute, aucune université digne de ce nom, allez demander à Pascaline Bongo qui gère Delta Synergie, qui a géré tout cet argent-là. Donc les Sénégalais ne veulent pas de ça et ils ont raison. Parce que c'est désormais une question de vie ou de mort, docteur Moketou. Si vous vous laissez piller, c'est que vous n'êtes pas conscient de votre dignité. Donc maintenant, il va falloir que le monde comprenne notre désir de mener enfin en Afrique une vie normale sur des terres normalisées. C'est tout ce que nous demandons. On n'a rien contre la France. Moi, je n'approuve pas les destructions des biens français. Je n'approuve pas les attaques contre Auchan, contre Total et tout. Mais il est grand temps qu'à Paris, qu'au Quai d'Orsay, on comprenne que le monde a changé. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des primates à peine évolués. Ça suffit. Être noir ne fait pas de nous des sous-hommes. Il est normal que les gens s'enrichissent et gagnent de l'argent et élèvent leur famille, leurs enfants en paix et en sécurité, sans cette peur qu'on éprouve tout le temps et sans cette honte que la colonisation et les églises et les religions et les ésotérismes et l'ordre de Malte et toutes les obédiences, ce complexe qu'on nous a mis dans la tête d'être des sous-hommes depuis les Lumières, hein. Ça vient des Lumières françaises, tout ça, le manque de considération envers les Noirs. Et donc, l'Afrique commence à se réveiller. Mais moi, je dis que l'Afrique ne doit pas devenir haineuse envers les Blancs, haineuse envers la France, haineuse envers nos frères et sœurs qui sont nos frères. Mais nous devons revendiquer nos droits. Et c'est ce qui se passe au Sénégal et qui va se répandre dans toute l'Afrique. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Moubamba. Alors, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, je pense que vous le connaissez, est de votre génération. Il coalise apparemment la jeunesse sénégalaise à travers un discours qu'on peut qualifier de discours radical et anti-système, avec des argumentations, bien des arguments anti-franc CFA, par exemple, anti-France-Afrique, anti-coloniaux. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène
Est-ce qu'il vous inspire? Ousmane Sonko est un jeune de ma génération, un député qui est accusé de viol d'une jeune masseuse, ce qui ressemble à un complot, à un montage. Vous savez que quand on veut détruire, quand on veut noyer son chien, vous connaissez le proverbe, on l'accuse de rage. Si on veut discréditer quelqu'un, vous avez vu, même dans le cas du Gabon, l'avocat Fabien Méré, qui a été injustement traité de tous les noms sur des bases qui n'ont jamais été prouvées. Je n'ai pas entré dans ce dossier, mais vous voyez, les âmes faibles attaquent souvent avec des arguments qui ne sont pas défendables, souvent en dessous de la ceinture. Donc, les Sénégalais ont bien compris que le jeune opposant ayant le vent en poupe, il est un peu moins âgé que moi, il a la quarantaine finissante, il a compris que, le peuple a compris qu'il y a là une manipulation pour discréditer un adversaire, comme on l'a toujours fait. Comprenez bien, je ne veux pas vexer mes amis qui travaillent jusque dans le cabinet de Macky Sall. J'ai des amis à la présidence sénégalaise, mais je suis un acteur libre. Je ne peux pas approuver ces manières de faire parce que ça sent, encore une fois, la vente soldée du Sénégal. Et donc, les Sénégalais sont sensibles au discours de l'acteur Sonko Ousmane qui dit il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on devienne riche, il ne faut pas qu'on vende notre pays facilement. Nous ne sommes pas là pour ruiner la France, qui vit aussi grâce à l'Afrique, mais enfin, il est hors de question que les prochaines générations vivent encore avec moins d'1 € par jour, comme c'est le cas de 2 tiers des Gabonais, par exemple. Ils sont au-dessous du seuil de pauvreté. Le Gabonais qui a de la chance vit avec 500 francs CFA par jour. S'il a de la chance, il a le temps d'acheter une petite boîte de sardines et un demi-morceau de pain. Voilà le quotidien du Gabonais. Moi, je me suis levé aussi contre cela et j'approuve totalement le discours d'Ousmane Sonko, même si je crois que chaque pays a sa façon de faire. Le Gabon, on ne va pas faire comme le Sénégal, mais il y a une lame de fond en ce moment de ceux qui veulent la normalisation de l'Afrique francophone, parce qu'on voit bien qu'il y a des cercles france-africains qui ne veulent pas nous lâcher. C'est comme s'ils avaient mis un étrangleur à nos coups et nous, on veut respirer, on veut enlever les masques, non pas les masques du Covid, mais les masques de la misère, mais ils veulent toujours nous les garder à la bouche pour qu'on ne respire pas. Mais monsieur Moubamba, avant, vous avez par exemple des coopérants français qui étaient dans les ministères, qui étaient dans l'éducation nationale. Ils n'étaient pas aussi violents comme aujourd'hui. Nous sommes en face, si vous voulez, donc des soi-disant partenaires qui viennent en fait avec des armes pour nous imposer des régimes criminels. Donc, est-ce que, je ne sais pas, rapidement, en 30 secondes, votre réaction sur... Il y a de l'espoir. Vous voyez, par exemple, la condamnation par le ministère français de la justice, en tout cas des tribunaux français, de l'ancien président Nicolas Sarkozy, 3 ans de prison dans l'affaire des écoutes, et il y a d'autres procès, montre que quelque chose bouge en France. Il y a aussi le milliardaire Vincent Bolloré qui s'est emparé de la plupart des ports africains, notamment celui du Gabon, de Lomé, de Conakry, mais il est poursuivi par la justice française. Donc, on peut donc dire que la France-Afrique, non. La France, oui, parce que même la France a des mécanismes de contrôle de la corruption, de tout ce qui se passe en Afrique, qui jouent finalement contre elle. Parce que le Français moyen ne se rend pas compte que les décisions qui sont prises au nom de la France rendent les Français et la France impopulaires en Afrique. D'autant plus que lorsqu'un leader africain un peu intelligent et que vous ne voulez pas faire comme Sassou Nguesso ou d'autres, eh bien, parfois, on va vous persécuter en France, en tout cas certains réseaux, je ne parle pas de la France. Donc, il y avait des coopérants, c'était bien. Aujourd'hui, il y a surtout des hommes d'affaires, il y a des réseaux. Dans la mesure où ça ne profite pas à la population, ce n'est pas bon. D'accord, bien. Merci, Monsieur Valdemir, Imhotep Valdemir Bruno Ben Moubamba.
Nous sommes donc sur Afrique 2050. Nous émettons depuis les États-Unis. Alors, après deux journées sanglantes de manifestations, au lieu d'apaiser les esprits par un discours, comment dirais-je, d'unité ou de paix, le ministre de l'Intérieur du Sénégal jette de l'huile sur le feu en intimant, je dis bien en intimant aux parents de mieux éduquer leurs enfants, en traitant les manifestants de terroristes, je cite, tout en annonçant des représailles sur des jeunes qui étaient donc désarmés et qui restent encore désarmés. En lieu et place de son discours incendiaire, le commun des Sénégalais attendait l'intervention du chef de l'État qui, malgré toutes les pertes en vies humaines, n'a pas, comment dirais-je, n'a pas daigné s'adresser aux citoyens. Alors, peut-on parler d'erreur politique, M. Moubamba, de M. Macky Sall? Macky Sall est frappé de ce qu'on appelle le syndrome Ibeka au Mali. Le président qui a été, pardonnez-moi, viré par son peuple il n'y a pas si longtemps, il a fait la même chose. Les gens manifestaient, il a envoyé l'armée, les gens sont morts, il n'a pas compris que les gens demandent de vivre une vie normale en Afrique francophone en particulier. Une vie normale sur une terre normalisée, parce que tout le monde ne va pas partir en France. Il n'y a plus de place en France. Il n'y a plus de place à Londres. Il y a le coronavirus. Tout le monde est bloqué. Alors, est-ce qu'on va verrouiller le monde, verrouiller les gens, les maintenir en prison, les laisser mourir dans la misère parce qu'ils sont africains? Non, ça ne va pas tenir, cette façon de faire. Et donc, Macky Sall ferait mieux de réfléchir à ça. Et tous les présidents africains doivent savoir que ce n'est pas parce qu'ils ont des armées, ils ont des pistolets, des mitrailleuses, que ces armes-là ont été créées pour tuer des civils. Ces armes ont été créées pour défendre des territoires, pour faire la guerre. Ce n'est pas pour massacrer les civils. Donc, je crois que tous les dictateurs africains, tous les vieux dinosaures qui dirigent l'Afrique avec des méthodes d'un autre âge, doivent comprendre que leur temps est en train de passer. D'accord. Alors, de la Côte d'Ivoire au Mali, de la République centrafricaine à la Guinée-Conakry, du Tchad au Togo, l'Afrique francophone semble être assise sur, vous me permettez l'expression, une bombe à retardement. C'est la jeunesse, et c'est la jeunesse qui est la bombe en question. Je voulais vous poser deux ou trois questions allant dans ce sens. La première est la suivante, M. Moubamba. Jusqu'à quand cette jeunesse du monde francophone pourra-t-elle être retenue par des pouvoirs sanguinaires qui tuent sauvagement leurs parents, leurs enfants, si vous voulez, qui tuent, si vous voulez, les jeunes non armés, dans l'indifférence totale de la communauté internationale? Un jour, je me suis rendu au Burkina Faso lorsque j'étais le Monsieur Afrique des radios chrétiennes dans le monde, sponsorisées par le Vatican et Radio Notre-Dame de Paris. Et j'ai été mené, je regrette de n'avoir pas de photos de cette époque, je suis arrivé un samedi matin dans le bureau de Blaise Compaoré pour l'interviewer au nom du Radio Vatican, Radio Notre-Dame. Et Blaise Compaoré, l'ancien président Burkina Faso. Il a bien voulu me recevoir, mais lorsque je suis rentré dans son bureau, il était en train de ranger ses fétiches. C'était un homme très sûr de lui, invincible. Et je lui ai posé une question et j'ai senti les larmes monter des yeux de Blaise Compaoré. J'ai dit, mais finalement, Monsieur le Président, tant d'années après la rectification de Thomas Sankara, comment vous sentez-vous? Et lorsque j'ai vu le président Compaoré ému jusqu'aux larmes, j'ai senti que tous ces hommes qui font peur, qui dirigent l'Afrique avec des méthodes barbares, mais ne sont que des humains comme nous. Ce ne sont pas des dieux, ils ne sont rien. Ils ont juste la force des armes et l'autorité que leur a donné une position. Mais ils ont oublié une chose, c'est que Blaise Pascal l'a dit, le philosophe, vous savez, je suis philosophe, il n'est pas naturel qu'un autre être humain domine un autre être humain.
mais il faut néanmoins des chefs, je paraphrase. Mais les chefs doivent être sans illusion sur la nature de leur pouvoir. La nature de leur pouvoir. Le pouvoir corrompt et corrompt absolument. Donc, ce que les leaders, ce ne sont même pas des leaders, c'est des chefs. Nous n'avons pas de leaders en Afrique, parce que les leaders ne sont pas forcément des chefs. Les leaders, ce sont des acteurs qui ont des visions et qui arrivent à partager ces visions à un maximum de gens. Vous pouvez être leader sans être chef, mais il est mieux d'être leader en étant aussi un chef. On a surtout des chefs de village, des chefs de cabinet, des chefs de cabinet au sens de... Bref, on a des chefs de ceci, des chefs de quartier. Ça, on aime ça hein, en Afrique. Je suis chef. Ah oui, c'est moi le chef. Voilà ce qu'on aime. Je suis directeur général, je peux faire ce que je veux, tout est à moi. Ça, il faut en terminer avec. C'est ça qui retarde l'Afrique. On n'a pas de leader. Parce que le leader, lui, il a une vision et il suit une vision. Moi, par exemple, moi, je considère très modestement que je suis un leader avant d'être un chef. Ma vision n'a pas été comprise au départ lorsque j'ai écrit la lettre ouverte. Les Gabonais m'ont regardé comme un homme bizarre qui vient quand même écrire à Omar Bongo. Après, quand j'ai fait en 2009 ma manifestation à Rio, j'ai enlevé ma chemise et j'ai dit aux policiers de tirer. On m'a dit, mais il a fumé le chanvre. Après, quand j'ai fait ma grève de la faim devant l'Assemblée nationale, les Gabonais ont dit, on ne connaît pas ça ici. Après, quand j'ai décidé de faire ce que j'ai fait, on m'a traité de tous les noms en 2016. Ce n'est que maintenant que les Gabonais commencent à comprendre ma vision. C'est-à-dire que je suis venu au Gabon vraiment pour le peuple. Et tous les sacrifices que j'ai faits, y compris les sacrifices de ma réputation, je les fais d'abord pour préserver le peuple. Donc, il faut détruire les dictateurs africains. Il faut les faire tomber. Tous les dictateurs africains. Ibeka est parti, Bozizé en Centrafrique est parti, Macky Sall doit partir, c'est clair. Ali Bongo a été désactivé, Biya au Cameroun, il a été désactivé, Alpha Condé est un vieux octogénaire, je n'ai rien contre lui, il n'a rien à faire au pouvoir. C'est eux ou nous. Il faut les désactiver si on veut sauver l'Afrique. Bien. Il faut désactiver, hein, comme vous dites, tous ces dictateurs africains. Alors, parlons maintenant de votre pays, le Gabon. Hein. C'est la deuxième partie de notre émission. Le Gabon, donc, qui a connu un tremblement de terre du 6 mars, hein, je pense, voilà. Est-ce qu'on peut parler du signe de changement immédiat dans votre pays? Alors, la première question que je voulais vous poser est la suivante, Monsieur Moubamba. Le Gabon a connu donc un tremblement de terre au centre. Alors, est-ce un signe avant-coureur du régime? On ne vous entend plus, docteur Mouketou. On ne vous entend plus, hein? Pas? Bien, on vous entend maintenant. Alors, j'étais en train de vous poser la question suivante. Nous sommes en pleine transition par rapport au Gabon. Votre pays a connu un tremblement de terre au centre du pays et c'est un signe avant-coureur du régime que d'aucuns considèrent comme étant un régime politico-mafieux. Monsieur Moubamba. Docteur Mouketou, bon, comme on est encore ensemble une petite dizaine de minutes, je vais essayer d'être clair et concis. Les choses qui sont en mouvement ne peuvent pas être arrêtées. C'est une règle de la physique élémentaire. Quand les choses sont en mouvement, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Donc, la providence parle aussi par les mouvements de la nature. Vous savez que le Gabon n'est pas situé sur une plaque tectonique, des plaques de la croûte terrestre. Là où il y a des tremblements de terre, c'est là où il y a des failles sismiques. Le Gabon n'est pas connu pour être un pays qui serait sur une faille sismique. Il faut donc interpréter le tremblement de terre qui a eu lieu au centre du pays, précisément à Lambaréné, comme... Non, moi je voudrais, là vous ne répondez pas à ma question, je vous demandais... Oui, c'est un signe, j'y venais. Avant-coureur du régime que beaucoup... Voilà, j'y venais, j'allais justement vous dire que le Gabon n'est pas
n'est pas situé sur des plaques. Et donc, il faut interpréter ce tremblement de terre comme un signe. Justement, comme un signe. Voilà, comme vous parlez d'interprétation, quelle interprétation pouvez-vous nous donner à cet événement, ou bien pouvez-vous donner à cet événement? C'est très simple. Dans nos cultures. Pardonnez-moi, j'ai une autre question dans ce sens. Comment peut-on interpréter cet événement sur le plan mystico, métaphysico, politique dans un pays où rien n'arrive par hasard? Vous savez que les tremblements de terre se passent dans le monde souterrain. Et vous savez que donc dans la mythologie, l'Iliade et l'Odyssée grecque, qui a été subtilisée comme la plupart des richesses gréco-romaines en Afrique, en Égypte, il y a trois mondes. Il y a le monde des mers, qui est dirigé par le démon Poséidon. Il y a le monde des cieux, qui est dirigé par le démon ou le dieu Zeus, ou le démiurge. Et puis, il y a le monde des souterrains, le monde des enfers, qui est dirigé par le démon Hadès, le dieu de la mort, et sa femme Perséphone, une sorte de sirène souterraine. Donc, quand les tremblements de terre arrivent, c'est que ça va toucher au monde souterrain, au monde des enfers. Ce qu'on appelle chez les Pounous, un peuple bantou du Gabon, le Ibungu Imatengu, c'est-à-dire la cité des mémoires, la cité des morts. Parce que tous les Matengu, c'est-à-dire les éternels, ne sont pas mauvais, les spectres. Donc, quand la terre tremble comme ça au Gabon, c'est que ce sont les enfers qui s'ouvrent. C'est le Ibungu Imatengu, la cité des mémoires, qui s'ouvre, comme si un cimetière s'ouvrait dans des pays comme le Gabon où les morts sont insultés, où vous pouvez enterrer quelqu'un dans votre pays et 2 semaines plus tard, vous ne savez même plus où vous l'avez enterré. Où tout le monde ne sait plus où est le crâne de son grand-père. Donc, les morts ont parlé, les ancêtres ont parlé, c'est-à-dire que des portes d'un nouveau Gabon se sont ouvertes avec ce tremblement de terre et cela annonce la fin du PDG, la main du PDG, la main qui a un nœud, c'est-à-dire que le nœud a été coupé, déchiqueté, la main du PDG satanique ne règne plus sur le pays. D'accord. Je vais essayer de vous poser, il nous reste à peu près 10 minutes, 5 dernières questions et j'aimerais que vous nous donniez des réponses vraiment succinctes. Alors, la première question est la suivante. Ali Bongo, votre chef d'État, est-il à Londres ou en Arabie Saoudite, donc à Riyad, ou au Maroc? Car le président établi ou son double semble, M. Moubamba, jouer à cache-cache. Finalement, qui dirige votre pays en absence de ce pouvoir constitutionnel? Je vais être précis et clair, non déplaise au Quai d'Orsay ou au Royaume du Maroc. Ali Bongo a été désactivé entre le 24 et le 27 octobre 2018 à la suite d'un AVC. Désactivé, c'est quoi? Il n'existe plus. Donc, il est mort. Il est mort et politiquement et biologiquement. Tout le reste est une construction. Donc, Ali Bongo est peut-être à Londres, mais en tout cas, il n'est pas vivant. Il est peut-être à Riyad ou au Maroc, en tout cas, il n'est pas vivant. Je n'ai pas peur de le dire, personne n'osera me contredire parce que j'ai tous les éléments. J'en ai parlé avec des membres des plus grands services de renseignement mondiaux, des amis, qu'ils soient israéliens ou même marocains ou même français. Ali Bongo est mort. Donc, tout ce qu'on voit, c'est une construction, c'est-à-dire une manipulation d'État, parce que le Gabon, c'est la poule aux œufs d'or. Nous, on a un pays magnifique qu'on veut nous voler, à nous les Bantous. Donc, voilà. Laissez-moi préciser ceci. Ali Bongo, quand on vous parle d'Ali Bongo à Londres, c'est qu'on vous prépare tout simplement à vous annoncer que finalement, on va ramener le corps d'Ali Bongo au Gabon. Voilà ce qui se passe. Et au moment où je vous parle, je vous donne un scoop. Au moment où je vous parle, je viens de parler à mon frère à Libreville. Il m'a dit, l'armée, les bérets rouges ils sont déployés dans toute la ville avec la garde républicaine. Ils sont à tous les carrefours. Pas loin de la maison où habitent mes parents,
il y a des bérets rouges, il y a l'armée partout. Alors, il y a des rumeurs qui courent qu'on va annoncer bientôt la mort d'Ali Bongo, ou plutôt normaliser sa mort. Je ne crois pas. Je pense plutôt que l'armée est sur les dents parce que certains prophètes de malheur ont annoncé un coup d'État, parce qu'il y a des divisions dans l'armée. D'accord. Alors, dans ce contexte, M. Moubamba, faut-il craindre la poursuite des assassinats ciblés et non élucidés des membres de l'opposition et de tous ceux qui rejettent, bien sûr, la poursuite du système établi depuis les années 1970 jusqu'à nos jours? M. Moubamba. L'assassinat ciblé, c'est l'arme des faibles. Les faibles, parce qu'ils ont un pistolet dans les mains, parce qu'ils n'ont pas d'argument, parce qu'ils sont bêtes, ils tuent. Donc, Albert Bernard Bongo, qui était entouré de gens dont il n'avait pas la valeur, comme Germain Ba, comme Joseph Rinjambé, bon, ben, à partir du moment où il se sent diminué, ben, il tue. Donc, aujourd'hui, ceux qui dirigent le Gabon, c'est des enfants, c'est des cancres, c'est des idiots, pardonnez-moi. C'est des gens qui n'ont pas de morale et ils font comme Staline. Staline a dit, la mort résout tous les problèmes. Si vous avez un problème, vous tuez. Mais ça, c'est le contraire de la civilisation, parce que tuer, ça détruit la culture. On revient à l'état de nature dont parle Rousseau, c'est-à-dire que c'est le règne du plus fort. Si vous n'avez, on a créé des États, on a créé la civilisation pour que tout le monde soit au même plan d'égalité, pas pour que les plus forts tuent les plus faibles. Donc oui, mais ce pouvoir qui tue, je vous jure qu'il va tomber. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ces gens que vous voyez là tuer les gens, vous ne les verrez plus bientôt. D'accord. Les trois dernières questions, la première est la suivante. Dans ce contexte que vous êtes en train de décrire, hein, donc le pré-révolution populaire, votre pays, le Gabon, a enterré l'avocat, le résistant et le patriote Maître Méry dans un contexte fait de blocage qui a empêché un véritable hommage populaire. Monsieur Fabien Méry méritait-il une telle persécution, je dis bien, même au-delà de sa mort? Première question. La deuxième question que je voulais vous poser est la suivante aussi dans ce sens. Comment comprendre, M. Moubamba, que les autorités politiques et administratives de votre pays ne représentent même plus les valeurs, et ne respectent même plus les valeurs bantoues qui font de la mort un moment sacré où se taisent toutes les querelles? Comment comprendre, M. Moubamba, l'attitude de votre ministre établi de l'Intérieur, M. Lambert Mata, qui depuis des mois se présente comme étant, vous me permettez l'expression, un sécurocrate qui fait le travail de répression, bastonner les civils qui ne portent pas les masques, tirer sur les manifestations, qui tapent sur les casseroles. Vous l'avez connu au gouvernement. Est-il un nazi, un homme sans cœur, ou tout simplement, vous me permettez l'expression, un barbare venu tout droit du monde des ténèbres? Je n'irai pas jusqu'à dire que, selon votre expression, c'est un barbare, que Lambert Mata est un barbare venu tout droit du monde des ténèbres. Cette expression... Oui, mais quand vous tirez, vous bloquez tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'un être humain peut se comporter comme ça? Non, mais c'est très simple, écoutez. Lambert Mata fait partie de l'ordre militaire de la Panthère Noire. Et ça, c'est une révélation que je vous fais. Il y a un certain nombre, je l'ai connu au gouvernement, il y a un certain nombre de gens du pouvoir, des pouvoiristes, qui adhèrent à cette secte militaire qu'on appelle l'ordre de la Panthère Noire, qui est un mélange d'ésotérisme et de culture militaire, de templiers, de tons d'ordre teutonique à l'africaine, où ils ont cette adoration pour la panthère, comme au Zaïre à l'époque avec le léopard. Parce que les félins, tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer, boire le sang. Et donc, on nomme en général à ces postes des gens qui n'hésitent pas à tuer, comme les panthères. La panthère, elle tue, elle boit ton sang. Donc, Lambert Mata, lui, en tant que membre de la Panthère Noire, il tue. Je pourrais donner d'autres noms, des gens qui sont de l'ordre de la Panthère Noire, il tue. C'est son travail. Je pense qu'il a beaucoup souffert de la période où il a été écarté du gouvernement et il n'est pas comme nous qui pouvons supporter de n'être rien, entre guillemets, en tout cas socialement parlant du point de vue du Gabon. Lui, il a tellement souffert au loin du gouvernement
qu'il tuerait père et mère pour rester ministre. Donc, c'est pour ça qu'il tue. Il ne veut pas partir. Il veut faire plaisir au pouvoir qui n'existe plus d'ailleurs, mais il veut rester ministre parce que beaucoup ne peuvent pas vivre sans être ministre au Gabon. Moi, je vis bien comme étant sorti du gouvernement. Je continue de réfléchir, mais eux, une fois sortis du gouvernement, vous remarquerez, ils se taisent, ils ne disent plus rien, on les voit à la pêche, ils dépriment, ils vont voir les psychiatres, ils vont voir les sorciers, les ngangas, ils cherchent des moyens de revenir à tout prix, les ngangas étant des marabouts. Donc, précisément sur Lambert Mata, il ne méritait pas ce manque d'hommage, mais je tiens à dire que il ne doit, Fabien Méré, là où il est, n'a pas honte d'être mort, contrairement à d'autres. Hein. Il est mort pour la justice, il est mort en tant que défenseur de la justice, en tant que recteur, en tant que quelqu'un qui a lancé des concepts. Sa vie a servi à quelque chose. Mais il y a des gens dont la vie ne sert à rien. Toute leur vie ça aura été des vies d'animaux, copuler, manger, dormir. Fabien Méré a au moins lancé des concepts qui serviront à certains et sa mort est tout à fait digne. D'accord. Dernière question, Monsieur Mobamba. Oui, notre dernière question, oui. Voilà. Vous êtes de ceux qui proposent, vous proposez une transition dans le plus bref délai et une transition en dehors du cadre de la Constitution. Que voulez-vous dire par là? Selon vous, quelle est la personnalité que vous verrez conduire cette transition? Pour combien d'années cette transition? Et après la dite transition, est-ce que ce sera votre tour de diriger le Gabon? J'ai proposé une transition hors de la Constitution. Vous savez qu'ils ont renouvelé leur Sénat, le pouvoir gabonais. Ils ont reconduit Madame Milebou, présidente du Sénat, alors même qu'ils ont changé la Constitution pour une transition sous forme de triumvirat avec le ministre de la Défense et le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Donc, la Constitution étant morte, la Constitution de Marie-Madeleine Boranto, Boranto qui veut dire Mbura, la place, Ntsuo, souffrance, la place de la douleur. En langue du sud-est et en langue bantou en général, quand vous décomposez le Mbura, ça veut dire le lieu, la place. Ntsuo, ça veut dire le Tsuo, la souffrance, la galère, la prison, Ntsu. Donc, à partir du moment où cette femme a prouvé dans la modification constitutionnelle qu'elle n'est là que pour organiser une prison, comme Obama a appelé la tour de Pise pour les Gabonais, le lieu où on souffre, il n'y a aucune raison qu'on continue avec cette constitution. Non seulement la constitution est morte, il faudra la reprendre et la refaire, parce que le leadership en Afrique, ce n'est pas des dictateurs, des hommes incontournables, ce sont des constitutions. C'est parce que nous allons construire des constitutions à la romaine, c'est-à-dire avec un équilibre des pouvoirs entre le peuple, la représentation parlementaire et le pouvoir judiciaire, que nous aurons des États forts et même des États fédéraux forts. C'est au moment où la Guinée équatoriale vient de connaître un attentat sanglant, moi j'appelle ça un attentat, pas un accident, qu'il faut comprendre que l'avenir de l'Afrique, c'est l'intégration, c'est des États fédératifs ou confédérés ou peut-être des fédérations. Tout seul, nous n'y arriverons à rien, nous serons toujours attaqués, soit par Boko Haram, des terroristes sous drapeau, soit par on ne sait quelles armées venues d'on ne sait où. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, il faut une constitution exemplaire au Gabon. Et sur le Gabon, oui, il faut la transition. Et cette transition, bien sûr, elle peut être menée par le vainqueur de l'élection de 2016, le vainqueur réel, que je n'ai pas soutenu pour les raisons qui sont les miennes. Mais aujourd'hui... Vous voulez parler du président Jean Ping? Le président Jean Ping peut tout à fait être un président de la transition tout à fait acceptable. Il doit donc lui-même amener à la raison ses propres jusqu'au-boutistes, parce que ceux qui peuvent lui donner cette opportunité, hein, c'est la génération que je représente. C'est la génération des Ousmane Sanko, c'est la génération
des cadres, des quinquas, ceux-là, ils ont le vent en poupe, ils ont le pouvoir, ils ont la force, ils ont l'énergie. Donc, le président Jean-Ping doit discuter avec nous. Et on doit le faire de manière politique et pas de manière émotionnelle avec des considérations qui n'ont rien de politique. Donc, à partir de là, tout peut être possible pour le Gabon normalisé. Donc, moi, je l'ai dit. Je vous écoute, oui. D'accord, très bien. Merci pour cette dernière réponse. Mais avant de vous libérer et de vous donner le micro pour vous présenter votre mot de la fin, en 30 secondes, sur la base de vos déclarations, M. Moubamba, on voit bien que vous ne croyez plus que la prochaine élection présidentielle n'aura plus lieu en 2023. C'est bien ça? Il n'y aura pas d'élection en 2023 parce que le pouvoir gabonais va s'écrouler tout seul dans les mois à venir. Je vous le dis, vous me donnerez raison et j'ai toujours raison, je le dis modestement. Nous avons enregistré ce passage. Vous verrez ce pouvoir s'écrouler et moi je mets en garde encore une fois la France-Afrique. Arrêtez d'utiliser l'armée française au Gabon, le 6e BIMA, le 6e bataillon d'infanterie de marine, comme étant le parrain de la secte militaire de la GR, la garde républicaine. Parce que ceux qui tuent les Gabonais, c'est la garde républicaine. C'est la GR, qui est une secte militaire et qui est une forme de succursale du camp de Gaulle. Parce que là-bas, il y a des mercenaires français qui sont recyclés. On le sait. Donc, il est temps, au niveau de Paris et du Quai d'Orsay, on arrête avec ce petit jeu qui consiste à massacrer les Gabonais qui veulent vivre une vie normale sur une terre normalisée. Donc, en 2023, il n'y aura pas d'élection. Moi, je vois la terre promise comme Moïse. Hein. Le pouvoir gabonais va s'effondrer. Et la vague sera énorme. Elle emportera tous les pédégistes. Elle emportera tous les bongoïstes. Elle emportera tous les France-Africains. Et ce ne sera pas le travail d'un leader. Ce n'est pas un leader qui sera la cause de ça. C'est un effet de la providence. Dieu, qui a déjà épargné l'Afrique de la pandémie du Covid, de la Covid-19, est à l'œuvre. La providence, l'œil de la providence est à l'œuvre. L'Afrique souffre depuis 5 siècles. Il est normal qu'elle se réveille. Et je termine donc en citant Jacques Attali, qui, dans une dernière déclaration, a eu encore peut-être une fois le nez assez fin. Il a dit « La deuxième moitié du 21e siècle sera africaine. » Et tous nos ennemis le savent. Ils veulent empêcher cela. Donc, le travail de ma génération, c'est de préparer la génération qui arrive, celle qui sera la bonne gestionnaire d'une Afrique qui aura commencé à redevenir une puissance universelle. Ce n'est pas qu'un rêve, et tout commence par le rêve. Et c'est ce qui va arriver, hein. Et tous les bureaux mondiaux, toutes les organisations mondiales qui ont vu ça, ont tout fait, veulent tout faire pour empêcher ça. Mais les choses qui sont en mouvement ne peuvent pas être arrêtées. On peut les retarder un peu, mais l'Afrique va se relever. Bien. Merci, Monsieur Imhotep Valdimir Bruno Ben Moubamba. Je crois que vous avez fait présenter votre mot de la fin, sauf si vous aimeriez ajouter quelque chose, Monsieur Moubamba. Juste un message à ceux qui dirigent le Gabon et qui croient que les griffes et les dents, ça suffit pour calmer les gens. Donc, les armes. Il y a cette jeunesse de l'Afrique francophone qui est en pleine révolution populaire. La puissance ne suffit pas. Ça, c'est un message pour les dictateurs. La puissance ne suffit pas. Et quant aux jeunes, je dis tout simplement, n'ayez pas peur de la mort. La mort n'est rien. La mort est parfois la fin d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. La mort est une renaissance. La mort n'est rien. Nous devons nous battre, être courageux et aller vers les revendications nécessaires. Ceux qui vont mourir, mourront. Et puis ceux qui resteront, resteront pour gérer l'Afrique. Mais n'ayez pas peur. À la jeunesse gabonaise et à la jeunesse africaine, n'ayez pas peur de la mort. Bien. Merci, Monsieur Imhotep Valdimir Bruno Ben Moubamba. Chers auditrices et auditeurs, comme je vous ai dit au début, notre émission de ce jour
est une émission exceptionnelle, plus courte que d'habitude, en raison du calendrier de notre invité, M. Imhotep Valdimir Bruno Ben Moubamba, et de nos contraintes techniques. Qu'à cela ne tienne, chères auditrices et auditeurs, nous avons quand même pu aborder deux thèmes. Premièrement, nous avons parlé des potentiels révolutionnaires populaires actuels et à venir en Afrique francophone, et nous avons terminé dans la deuxième partie de notre émission sur le sujet sur le Gabon dont la terre vient donc de trembler. Est-ce que ça a été un signe avant-coureur de l'effondrement du système militaro-mafio-dictatorial établi officiellement depuis 1967? Monsieur Bruno Ben Moubamba, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci en tout cas d'avoir honoré notre invitation et à très bientôt. À bientôt. Merci.